Le nombre d'épisodes par animé a fait un plongeon phénoménal durant ces 20 dernières années, au point qu'on est passé d'une moyenne entre 50 et 100 animés par saison durant le siècle précédent à quelques 12-13 aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai rassemblé plus de 900 animés dans un document, pour répondre à la question suivante: pourquoi y a-t-il de moins en moins d'animés très longs qui sortent? Alors entrons directement dans le vif du sujet, en commençant d'abord par expliquer pourquoi il y avait des animés longs. Dans le monde de la Japanimation, on retrouve deux types d'animés d'après leur saison. Les animés saisonniers, qui sont le format classique en une ou plusieurs saisons de 13 à 25 épisodes, et les animés fleuves qui sont publiés toutes les semaines sur de longues périodes, allant d'un an à plus de 2 décennies, et pour qui les changements de saison sont rares. C'est évidemment le deuxième qui va nous intéresser aujourd'hui, avec des œuvres comme Dragon Ball, Naruto ou encore Fairy Tail. Et donc pourquoi faisait-on de ces animés fleuves à l'époque? Réponse en 2 points. Déjà, ça découle des œuvres qu'on adapte. Bon, je pense qu'à ce niveau-là, c'est un secret pour personne, mais la plupart du temps, les animés que vous regardez sont des adaptations soit de manga, soit de nouvelles. Ils ont donc la responsabilité d'être le plus fidèle possible à l'œuvre originale, et ça prend aussi en compte leur longueur. Alors si un manga fait plus de 1000 chapitres, l'animé devra faire de son mieux pour ne pas le rusher, et sera donc obligé de s'étendre sur la durée. Et vu qu'en moyenne les œuvres avaient plus de chapitres à l'époque, il fallait donc qu'ils soient plus longs. Cependant, il ne s'agit pas ici de la raison principale, car si on faisait beaucoup d'animés fleuves avant, c'est surtout car on avait une grande confiance dans les œuvres qu'on sortait et dans leur succès. En effet, comme il y avait beaucoup moins d'œuvres qui étaient publiées à l'époque, il y avait également beaucoup moins de concurrence. Ainsi, il était bien plus rare de drop un animé, surtout quand on était déjà au 200e épisode. De cette façon, les producteurs pouvaient avoir confiance dans le fait que la série allait tenir et que les spectateurs allaient toujours être autant investis. Et plus de temps de visionnage équivaut à plus de gens à regarder les pubs, plus d'argent généré. Un revenu sur le long terme étant assuré, les producteurs pouvaient alors se permettre d'investir également sur le long terme en produisant de longs animés générant de l'argent en continu. On va voir tout à l'heure qu'il y a un deuxième cas de figure pour un deuxième type d'animé fleuve, mais pour l'instant, contentons-nous de ça. Et donc la question est maintenant de savoir pourquoi on a arrêté de faire des animés fleuves. Est-ce que c'est parce qu'on n'a plus confiance dans les animés qu'on sort? Eh bien la réponse est oui et non. D'abord oui, c'est effectivement l'un des facteurs. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous êtes au courant que le modèle de financement de la Japanimation aujourd'hui se repose sur des sponsors. Or, si un animé est un flop total, les sponsors peuvent très bien se barrer en plein milieu de la production, coupant tous les financements. Il est donc bien trop risqué de commencer des animés longs quand on ne sait même pas si on pourra avoir de l'argent pour toute la production. C'est donc une perte de confiance des sponsors vis-à-vis des animés et des producteurs vis-à-vis des sponsors. C'est pour ça d'ailleurs que les quelques animés fleuves rescapés de nos jours sont financés différemment, étant directement produits par la télévision qui les diffuse. Mais d'un autre côté, non, ce n'est pas une perte de confiance dans la Japanimation, parce que si on y regarde bien, la confiance dans l'industrie, elle, a explosé ces dernières années, et les animés à succès qui sortent aujourd'hui font beaucoup plus d'argent qu'avant sur le court et moyen terme. Le problème par contre vient du fait que c'est la confiance dans le succès de chaque animé individuellement qui, elle, est allée en chute libre. Car l'industrie de la Japanimation ayant explosé en termes de taille, ça a mené à la création de plus en plus d'animés, et donc d'une réelle concurrence. Et quand à la même heure que toi sort la saison 4 de Demon Slayer, c'est difficile de croire en ton succès, d'autant plus si t'es un animé de cartes lambda qui entame son 52e épisode. Ainsi, c'est une des raisons de la disparition des animés fleuves, mais c'est loin d'être la seule, car il y a aussi des causes plus profondes à cela. Et la principale tient dans un changement de la manière dont la société s'est mise à aborder le divertissement. Car je pense que c'est un secret pour personne, mais avec le développement d'internet et l'hyperstimulation permanente, le taux d'attention des gens a largement diminué. De cette manière, il est devenu bien plus dur pour tout le monde de suivre sur de très longues périodes une seule série sans interruption. C'est donc comme ça qu'on a vu un vrai déclin du modèle du feuilleton du côté de l'animation japonaise ces 2 dernières décennies pour passer à une production en masse d'œuvres plus diverses. Bon, maintenant j'aimerais vous parler de quelque chose qu'on n'a pas abordé jusque-là, mais qui mérite d'être sujet à discussion si on veut comprendre pourquoi il n'y a plus d'animés longs. C'est le fameux deuxième cas de figure dont je vous parlais il y a quelques instants. Et ça va aussi me permettre de vous expliquer en passant pourquoi l'animation française, elle, n'évolue pas comme la japonaise. On a donc 2 types d'animés fleuves. Si je reprends mon tableau des plus longues pauses entre 2 saisons de la dernière vidéo et que j'en fais un graphique, ça donne à peu près ça. D'un côté, on a les animés fleuves classiques, dont les changements de saison ne marquent pas de pause dans la production. Ce sont les animés comme DBZ ou Naruto qui ont une histoire continue avec un fil rouge. Et de l'autre, on a les animés fleuves avec de très longues pauses entre leurs saisons. Ici, il s'agit d'œuvres épisodiques pour lesquelles chaque épisode peut être regardé individuellement. Ainsi, pour ce deuxième type d'animé fleuve, le modèle est le suivant. On publie beaucoup d'épisodes sur une période d'environ 1 an, puis on les rediffuse sur les années qui vont suivre, et quand ça fait trop longtemps que les mêmes épisodes passent en boucle, on refait une saison. C'est un modèle simple où le but est de produire le moins possible en rentabilisant un maximum ce qu'on produit. Et il faut dire que dans un contexte de l'époque où les animés étaient principalement destinés aux enfants, c'était un modèle parfait qui se reposait sur une base très simple, pigeonner un maximum les gosses. Non, parce que le principe est le suivant. Les enfants aiment regarder des dessins animés à la télé, mais si tu leur mettais le même épisode en boucle, ils arrêteraient juste de regarder. Donc on fait juste assez d'épisodes pour que les enfants ne se rendent pas trop compte qu'on se fout de leur gueule, puis on les rediffuse en boucle. Et j'imagine que vous l'aurez remarqué, mais il s'agit exactement du même modèle que celui des dessins animés français. Et c'est normal simplement car c'est de ça qu'on s'est inspiré. En fait, faut savoir que quand la télévision française a décidé
décidé de faire ses propres dessins animés, elle avait deux choix d'inspiration. D'un côté, le modèle américain, qui était bien plus proche de nos inspirations habituelles, mais qui coûtait très cher, et de l'autre, le modèle japonais, qui avait l'avantage d'être bien moins coûteux, car se reposant sur de nombreuses techniques d'animation limitée. Le choix logique a donc été celui du modèle japonais, et en passant, on a donc repris leur format de publication. D'ailleurs, petit aparté, histoire que les très vieux qui nous regardent se prennent un coup de nostalgie, mais le fait de reprendre ce modèle a beaucoup rapproché de l'animation française de la japonaise dans les années 70-80. C'est comme ça que sont nées très tôt des sortes d'échanges de dessins animés entre la France et le Japon. Du côté français, on a importé de nombreuses séries japonaises comme Calimero, Maya l'abeille, Candy, Tom Sawyer, Goldorak ou Albator, tandis que les japonais, eux, ont adapté en animé la série des années 60 Belle et Sébastien sous le nom de Make and Jolly, et ont produit avec la France la première série Barbapapa en 1974. Mais bref, là on voit la grosse différence entre la France et le Japon, et que le modèle de l'animation japonaise, lui, a évolué au fil du temps, amenant à la disparition de cet autre type d'animé fleuve. Et encore une fois, ça a à voir avec le public cible. Car au Japon, plus le temps passe et plus le public des animés semble vieillir, avec la majorité du viewership actuel étant composé de jeunes adultes. Ainsi, ça fait bien longtemps que les jeunes enfants ne sont plus du tout la cible prioritaire. Sauf que si on a vu que ces animés en particulier se reposaient sur le fait de prendre les enfants pour des cons, c'est plus possible avec un public mature, qui se rendrait très bien compte qu'on se fout de sa gueule si on lui diffusait 20 fois d'affilée le même épisode de la cour de récré, même si c'est super bien. Il faut donc, pour maintenir ce public plus âgé, lui donner envie de continuer de regarder en lui proposant en permanence des œuvres fraîches tout droit de sortie du four, à l'inverse des animés fleuves, et en le tenant en haleine de savoir ce qui va se passer dans le prochain épisode, contrairement aux animés épisodiques. Mais en France, la situation est totalement différente, car le public est le même aujourd'hui que dans les années 70, les enfants. Donc on continue de faire ce type de dessin animé en saison de 50 épisodes qu'on rediffuse en boucle. On a bien quelques exceptions, notamment du côté d'Ankama avec Wakfu, mais ça reste rare. Bref, pour conclure, la disparition des animés très longs n'est pas un changement si étonnant que ça, dans le sens où des évolutions comme celle-ci, on en a eu plusieurs au fil des années. On peut par exemple parler du fait que dans les années 2000, on avait énormément d'OAV qui sortaient, à tel point que presque chaque animé à succès avait le sien. Il y a même eu une mode pendant un moment qui consistait à conclure sa série par un OAV. Mais avec le développement du numérique et la mort du format physique, les OAV se sont mis à totalement disparaître. Aujourd'hui, la mode est aux ONA, notamment grâce à l'apport de Netflix qui injecte beaucoup d'argent pour obtenir l'exclusivité sur une partie des nouveautés. Mais malgré que ça peut paraître un peu triste, le déclin des animés fleuves n'était pas forcément une si mauvaise chose que ça en fait, car le système saisonnier est bien meilleur quand il s'agit de produire de la qualité, et la massification du nombre d'animés permet à plus d'œuvres de faire leurs preuves, donnant sa chance à plus de petites pépites d'émerger. Du moins, ça c'est dans la théorie, car en réalité, la surproduction d'animés ne permet pas d'augmenter réellement la qualité générale de l'animation, et ce qui aurait dû permettre à des petites pépites de se développer n'est au final que le foyer d'une masse de isekai low cost. Ah oui, et si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille cette autre vidéo sur les plus longues pauses entre deux saisons, je pense qu'elle pourrait vous plaire.